Alors, ce que je me propose de faire donc ce soir, c'est de vous présenter mes recherches sur non seulement les conditions de travail, mais aussi les conditions de vie. Conditions de travail et conditions de vie des mineurs pendant la période d'après-guerre. Lorsque l'on mène des recherches sur la vie et les conditions de travail des mineurs, on est confronté à toutes sortes de représentations. C'est un champ d'études qui a fait l'objet de beaucoup de représentations de toutes sortes. Un des exemples, par exemple, c'est par exemple l'œuvre du peintre mineur Yamamoto Sakube, dont l'œuvre a été classée comme patrimoine mondial de l'UNESCO et qui raconte la vie des mineurs pendant la période Meiji et Taisho. Yamamoto Sakube est le plus connu, mais il y a énormément d'artistes qui ont essayé de rendre compte de la vie des mineurs, notamment après la guerre. Un des exemples aussi les plus connus est l'exemple de Senda Umeji, graveur sur bois, et qui a réalisé de très nombreuses œuvres sur la région du Chikuro, donc un des bassins miniers les plus importants du Japon, et cela dans les années d'après-guerre. Au-delà de ces représentations visuelles, vous avez aussi d'autres représentations visuelles de photographes, par exemple. Un des plus grands photographes du Japon, Do Monken, a pris des photos, réalisé un album sur les enfants, là encore, de cette région minière du Chikuro. Ça a été le cas aussi d'un autre photographe d'origine coréenne, Chio Gunje, qui effectivement a essayé de représenter la mine comme un milieu, comme une communauté très particulière, marquée par la pauvreté et par des coutumes qui ne ressemblent pas aux coutumes du reste de la société, comme un monde vraiment très particulier. Dans la littérature aussi, la mine est très présente et a tendance à être présentée comme un lieu très particulier, symbole par exemple des luttes sociales des années 60 et de la pauvreté, comme une sorte de poche de pauvreté résiduelle dans le Japon de la haute croissance. C'est le cas, par exemple, de l'œuvre de Ueno Eishin, qui est lui aussi un ancien mineur de la région de Chikuro et qui a été une des personnes à l'origine d'un cercle littéraire qui a produit pendant plusieurs années une revue qui s'appelait Saakoru Mura. La mine, ça a été aussi... les mineurs ont été présentés aussi comme à l'avant-garde du mouvement ouvrier. La mine, ça n'a pas été seulement, présenté comme un lieu de pratique ancienne qui n'avait plus cours dans le Japon d'après-guerre, pas seulement présenter la mine comme un lieu de pauvreté résiduelle, mais aussi comme un lieu de lutte sociale. Et bien sûr, par exemple, la lutte des mineurs de Miike en 1959-1960 a été au Japon particulièrement connue. On a aussi présenté le mineur comme à l'avant-garde des combats contre les politiques conservatrices. Vous avez par exemple ici un poster du syndicat Tanlo qui montre le mineur comme étant celui qui empêche les conservateurs, de mener toute leur politique, leur politique, en tout cas
leur politique qu'il est nécessaire en cas de condamner. Les dernières années, on va dire depuis une dizaine d'années, la mine a été aussi l'objet d'une politique de patrimonialisation. Les mines ont fermé, les dernières mines ont fermé dans les années 1990, et depuis, la mine c'est devenu aussi un lieu touristique, avec des anciennes mines qui ont été ouvertes au tourisme. Là, vous avez par exemple la mine d'or de Sado. Vous avez une sorte de reproduction du rite de Yawalagi, c'est-à-dire un rite qui avait pour objectif de rendre la roche plus tendre pour qu'elle soit moins dure à creuser. Vous avez aussi le puits Mandako, de la mine de Miike qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou l'entrée de la mine de cuivre d'Ashio qui est maintenant visible, dans laquelle on peut aller, en tout cas jusqu'à un certain point. Donc toute une politique de patrimonialisation qui fait que la mine c'est aussi devenu un lieu de mémoire industrielle. Enfin, la mine, c'est aussi un lieu de mémoire du travail forcé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et un lieu une source de désaccord entre le gouvernement japonais et, par exemple, le gouvernement chinois ou le gouvernement coréen. C'est quelque chose qui est très présent dans l'opinion publique coréenne, à tel point qu'est sorti l'an dernier un film sur le travail forcé dans l'île de Gunkanjima, c'est-à-dire, ou l'île de Hashima, c'est-à-dire cette célèbre île qui se trouve au large de Nagasaki, où beaucoup de mineurs coréens ont travaillé pendant la guerre. Alors c'est un film à grand spectacle qui a touché beaucoup de Coréens, qui présente une interprétation, disons en tout cas qui présente des faits historiques qui ne sont pas tout à fait avérés, dans le sens où ça relate une révolte des mineurs coréens dans l'île de Hashima qui en fait n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de révolte dans l'île de Hashima, bien qu'il y ait eu des révoltes dans d'autres mines. Simplement, c'est un lieu particulièrement propice, je veux dire, à faire un film d'action. Donc c'est une sorte de mélange de plusieurs événements qui ont lieu dans des lieux divers. Vous avez aussi ici l'exemple d'une exposition qui a eu lieu entre le mois d'octobre et le mois de décembre sur Hayashi Eitai, qui est un écrivain, un journaliste, pas véritablement un historien, qui a effectivement beaucoup écrit sur le travail forcé et qui est quelqu'un qui est très connu là aussi en Corée, très apprécié des Coréens, notamment habitant au Japon, puisque c'est une exposition qui a été organisée par une association coréenne présente au Japon. Mais vous avez aussi un contre-discours qui on peut trouver sur Internet, par exemple des sites qui essayent de corriger l'image négative de Gunkanjima et qui interviewe notamment des anciens mineurs qui affirment que le travail dans les mines était dur pour tout le monde et qu'il n'y a pas que les mineurs coréens qui soient décédés, qu'il y avait aussi beaucoup de mineurs japonais qui travaillaient dans des conditions extrêmement difficiles. Donc vous avez aussi un espace public, une sphère publique qui est saturée, je veux dire, de débats, de représentations concernant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait là, en fait, d'une sorte de prologue pour vous montrer que quand on commence à travailler sur les mines, on est confronté à toutes sortes de représentations, même parfois de stéréotypes, mais qu'il est aussi possible, au-delà, je veux dire, de toutes ces représentations qui existent déjà, d'essayer de faire une histoire sociale de la mine. D'autant plus que la mine, c'est une sorte de sujet en or pour l'histoire sociale. Parce qu'il y a beaucoup d'archives, je vais le montrer après, mais aussi c'est un moyen de faire un travail sur
l'état social d'après la guerre à partir des travailleurs eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a particulièrement intéressé parce que dans le livre qui a circulé, j'ai fait une histoire de l'état social à partir des élites. Comment est-ce que les élites économiques, politiques, sociales ont traité la question sociale et ont développé des institutions sur la question sociale, visant à traiter la question sociale. Alors que là, à travers mon travail sur les mines, j'essaye de faire une sorte de micro-histoire qui montre finalement la place, la vie des mineurs et des travailleurs dans cet état social. Montrer comment finalement cet état social fonctionne au niveau vraiment de la vie de tous les jours. C'est un travail qui est utile à mon avis parce que l'histoire sociale des mines japonaises a été traitée pour l'avant-guerre, beaucoup pour l'avant-guerre, mais très peu pour l'après-guerre. Un des seuls travaux qui traite de la société des mines, disons de la société des mineurs après la guerre, est l'ouvrage du professeur Ichihara, Tanko no Rodo Shakaishi. Mais à part ce travail, il y a relativement peu de travaux qui traitent des années 50, 60, 70. Donc, une des premières raisons pour lesquelles un historien de la société japonaise a envie de travailler sur la mine, c'est parce qu'il y a une très grande abondance d'archives. Alors là, je vous présente un certain nombre d'archives que j'ai utilisées. Alors, il y a par exemple les archives Mitsui et Mitsubishi, qui sont à Tokyo. Vous avez Mitsui Bunko ou Mitsubishi Shiryokan, qui se trouve près de l'université de Tokyo, qui sont des archives très utiles. Mais c'est vrai que les archives Mitsui et Mitsubishi portent surtout sur l'avant-guerre. Il est relativement difficile d'avoir accès aux archives d'après-guerre, pour des raisons qui restent un petit peu mystérieuses pour moi. Mais lorsque vous allez dans ces lieux d'archives, on vous présente relativement peu d'archives d'après-guerre. Par contre, des archives qui ont été beaucoup plus utiles pour moi, parce que leur accès était beaucoup plus facile, ça a été les archives qui sont présentes à l'université de Kyushu. Et j'ai beaucoup travaillé sur les archives des mines Mitsubishi Hashima, c'est-à-dire Gunkanjima, que vous avez vu, cette île très connue, ou alors Meiji Hirayama, qui est une mine de la région de Chikuro. Alors, c'est pour moi l'occasion de remercier le directeur de ce centre d'archives, professeur Miwa, qui m'a laissé travailler très très librement sur ces archives sans aucune censure d'aucune sorte. Il y a aussi d'autres types d'archives, des archives syndicales qui sont présentes au Hoara Shakai Mondan Kenkyūjō, mais aussi d'autres types de documents, des journaux d'entreprise, des revues scientifiques qui traitent donc de la condition des conditions de travail, des enquêtes sociales, on en verra plus tard, qui ont été réalisées en grand nombre dans le Japon d'après-guerre, des témoignages de victimes, mais aussi des entretiens que j'ai menés auprès d'anciens mineurs. Alors j'essaie. Voilà. Donc, au cours de mon séjour de 4 mois au Japon, j'ai été à Hokkaido, à Kyushu, dans plusieurs bassins miniers, et j'ai interrogé d'anciens mineurs et j'ai essayé de reconstituer leur cycle de vie, de voir quand ils avaient commencé à travailler et quelles avaient été leurs conditions de travail et de vie. Lorsqu'on entreprend de faire l'histoire sociale de la vie donc des mineurs après la guerre, il faut se rendre compte que pendant longtemps, la vie des mineurs a quand même été marquée par des pratiques qui étaient souvent d'origine proto-industrielle. Une
Un des modes de gestion les plus répandus des mineurs avant la guerre, c'était ce qu'on appelait le système Hamba ou système Naya, c'est-à-dire que l'entreprise ne gérait pas directement les mineurs, elle s'en remettait à un intermédiaire qu'on appelait soit le Hamba Gashira ou Naya Gashira, qui s'occupait du mineur non seulement dans ce qui concernait ses conditions de travail, c'est-à-dire c'est lui qui versait par exemple le salaire, mais c'est lui aussi qui logeait le mineur, hein, qui lui fournissait donc le logement, mais aussi parfois la nourriture. Et c'était un mode de gestion qui pouvait être souvent assez violent, puisque les punitions corporelles n'étaient pas rares dans ce monde. Un autre aspect des conditions de travail, mais aussi de l'organisation du travail des mineurs avant la guerre, c'était la présence de corporations. Alors, les historiens du travail, qui ont travaillé donc, qui ont étudié le Japon, ont souvent dit et écrit que ce qui caractérisait la révolution industrielle japonaise, c'est qu'il y avait peu de corporations, il n'y avait pas de corporations de métiers. Ce n'est pas vrai dans le cas des mines. Les mineurs étaient organisés en corporations, et cela jusqu'au début de la période Showa. Cela impliquait... Alors, l'organisation était la suivante. Les mineurs, pour pouvoir travailler dans une mine, être reconnus comme ayant les qualifications pour pouvoir travailler dans une mine, étaient porteurs d'un document qui montrait qu'ils faisaient partie d'un tomoko, hein, c'est-à-dire d'une corporation. Hein. Et sur ce document était indiqué l'ensemble des mineurs, c'est-à-dire les oyabun, anibun, kobun, hein, c'est-à-dire toute cette hiérarchie de travailleurs, de maîtres et d'apprentis. Et cela permettait donc aux mineurs non seulement de pouvoir travailler, être reconnus auprès notamment des Nayagashira, par exemple, des recruteurs, mais aussi des intermédiaires, mais cela leur permettait aussi de bénéficier d'aide lorsqu'ils étaient malades ou victimes d'accidents. C'était aussi un système de mutuelle, c'est une sorte de système de mutuelle qui leur permettait donc de pouvoir continuer à avoir un revenu et une aide en cas d'incapacité de travail. Ce système avait une certaine fonction aussi concernant les funérailles. La plupart des mineurs étaient enterrés, ou en tout cas inhumés, selon les rites propres au tomoko. Hein. D'ailleurs, lorsqu'il y avait des funérailles, l'ensemble des membres du tomoko, allaient aux funérailles et ne travaillaient pas ce jour-là. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les mines ont essayé de supprimer les tomoko à partir des années 20-30, car ils étaient vus comme une sorte d'empêchement à la rationalisation des pratiques de gestion des ressources humaines. Et si on va dans des régions minières, on peut voir ce type de tombe où vous avez par exemple la liste des membres du tomoko. Encore, on ne le voit pas bien ici, mais vous avez donc oyabun, kobun, vous avez la liste donc des membres du tomoko. L'effort des entreprises donc houillères, des entreprises donc impliquées dans l'extraction du charbon, l'effort pour regagner un contrôle plus direct sur les mineurs a été très intimement lié à l'évolution technologique aussi. Pendant la période Meiji, pendant l'ère Meiji, pendant l'ère Taisho et même au début de l'ère Showa, la technologie de l'extraction était fondée d'une part
sur ce qu'on appelait la méthode de la chambre et des piliers, c'est-à-dire que l'espace où l'on creusait était relativement confiné. On creusait une petite partie de la veine et on laissait autour, là on ne le voit pas, mais des piliers, et après on continuait à creuser à côté. On creusait la veine par petits bouts. Et au sein de cet espace relativement confiné, l'organisation du travail était fondée sur le couple Sakiyama-Hatoyama. C'est-à-dire que le Sakiyama creusait et le Hatoyama ramassait le charbon. Et c'était souvent un couple d'hommes et de femmes. Souvent, le Hatoyama était une femme qui pouvait être l'épouse ou non du mineur. Ce n'était pas automatiquement l'époux parce que les femmes qui travaillaient comme Hatoyama avaient tendance à choisir les hommes les plus productifs, puisque leur salaire dépendait du charbon ramassé. Et plus il y avait du charbon à ramasser, plus le salaire était élevé. Donc les entreprises avaient un contrôle relativement indirect sur la manière dont ces mineurs travaillaient. Ils travaillaient, c'était des mineurs qui faisaient donc souvent partie de Tomoko, qui étaient liés à l'entreprise via l'intermédiaire des Hambagashira, et ils travaillaient à leur manière. À partir des années 1930, entre les années 30 et les années 50, les entreprises ont adopté de plus en plus ce qu'on a appelé la méthode de la longue coupe, c'est-à-dire qu'au lieu de creuser une petite partie, l'une après l'autre, des petites parties de la veine, on creusait sur l'ensemble de la longueur de la veine, c'est-à-dire ça pouvait être plus de 100 mètres, et c'est un système qui a été très rapidement très mécanisé, avec des mineurs qui étaient de moins en moins chargés de creuser directement à la main, mais qui étaient chargés de plus en plus de faire fonctionner les machines. Et les entreprises ont de plus en plus essayé donc d'avoir un contrôle direct sur les mineurs qui étaient impliqués dans le fonctionnement de ces nouvelles technologies. Donc, lorsque l'on veut faire une histoire de la mine après la guerre, en tout cas à partir des années 30, mais surtout après la guerre, il faut bien voir que les entreprises, c'est une histoire de reprise de contrôle du processus de travail, de la vie quotidienne des mineurs par les entreprises. Et ces entreprises, souvent, ont pu agir sur ces mineurs parce que ces mineurs vivaient dans des lieux très isolés. La tâche, en quelque sorte, de reprise de contrôle des entreprises sur les mineurs a été facilitée par le fait que les mines étaient souvent dans les montagnes. Là, vous avez par exemple la mine de Yubari à Hokkaido, qui se trouve, et toute la communauté, donc toute la ville, est centrée sur l'extraction du charbon. Vous avez aussi un autre exemple, l'île de Takashima, qui se trouve au large de Nagasaki. L'ensemble de l'île tourne autour, de l'extraction du charbon, et c'est le cas aussi, par exemple, de la mine de Hashima dont on a parlé tout à l'heure. Ces communautés étaient isolées au point où l'entreprise, par exemple, parfois, imprimait sa propre monnaie. C'est-à-dire que les travailleurs, qui étaient très peu en contact avec l'extérieur, étaient payés dans une monnaie propre à la mine. Donc, c'est la gestion des mineurs, la gestion du travail et de la vie des mineurs par les grandes entreprises. Donc, c'est fait dans des communautés relativement isolées, mais au moyen
d'une ingénierie sociale assez poussée. Ce qui caractérise la gestion des ressources humaines dans les mines d'après-guerre, en tout cas dans les grandes mines, c'est son aspect très moderne. C'est-à-dire que les avancées des sciences sociales, des enquêtes sociales, sont utilisées et beaucoup de mines, par exemple, produisent des enquêtes sociales sur la manière dont vivent les mineurs. Par exemple, vous avez une enquête sociale de 1955 de la mine de Miike qui analyse la manière dont les mineurs dépensent leur argent. Vous avez donc le poste de dépenses de nourriture, logement, etc. Il est très important à cette époque pour les mines de comprendre la manière dont les mineurs dépensent leur argent, parce que une partie du salaire des mineurs était dépendante de leurs besoins. Ce qui différencie le salaire des mineurs avant la guerre et après la guerre, c'est qu'avant la guerre, l'ensemble du salaire dépend de la production, du volume de charbon extrait. Après la guerre, une partie du salaire dépend du volume, de la production, des objectifs de production, mais une autre partie du salaire, à peu près la moitié, dépend des besoins du salarié. Et donc, lorsque l'entreprise négocie le salaire avec le syndicat, elle a besoin de connaître la manière dont les mineurs vivent et la manière dont ils dépensent leur argent. Donc il y a toute une expertise qui s'est construite autour de cette problématique. Il y avait une ingénierie donc sociale très poussée qui permettait aux entreprises de comprendre la manière dont les mineurs vivaient, mais il y avait aussi un contrôle très étroit, le contrôle des indirects, des hambagashira par exemple, ou des nayagashira, a été remplacé par ce qu'on appelait le système gaikin, ou parfois aussi le rôle de ce qu'on appelait les kakarein. C'était des employés de l'entreprise qui étaient chargés de surveiller les mineurs dans leur vie quotidienne. Et ils produisaient des rapports journaliers. Vous avez ici, par exemple, donc un gaikin, qui s'appelait donc Tanaka, qui produisait tous les jours une fiche où étaient enregistrés un certain nombre d'événements liés à la sécurité, mais aussi au syndicat, à la vie familiale. C'était un contrôle, donc, une sorte d'œil de l'entreprise sur la vie quotidienne des mineurs, et c'était d'autant plus facile à réaliser que, évidemment, les mineurs vivaient, dans ce qu'on appelle en France des corons, au Japon, tanju, et vivaient de manière presque communautaire. Et il y avait pour chaque unité d'habitation une sorte de bureau où était donc logé le gaikin, et il était vraiment là pour surveiller, en fait. Simplement, la vie, bien sûr, des mineurs était gérée par l'entreprise, mais les mineurs ont produit aussi un certain nombre d'organisations qui peuvent s'apparenter à de l'autogestion. Il y avait des syndicats qui ont essayé aussi, de sortir les mineurs d'une dépendance totale vis-à-vis de l'entreprise. Il ne faut pas avoir une vision trop unilatérale, du contrôle des entreprises sur les mineurs. Les syndicats existaient, et il y avait par exemple des coopératives de consommation. C'est-à-dire que dans les communautés minières, il y avait des magasins qui étaient contrôlés par l'entreprise, mais il y avait aussi des coopératives de consommation qui pouvaient être plutôt contrôlées par les syndicats.
Et là, vous avez par exemple le magazine d'une coopérative de consommation qui est édité pour la mine de Hashima, c'est-à-dire la mine de Gankanjima qu'on a vu tout à l'heure. Les femmes jouaient un rôle important dans ces communautés minières à travers, par exemple, ce qu'on appelait les shufkai. Et ça, c'est une des caractéristiques de ces communautés minières d'après-guerre, c'est que les femmes sont dans une grande mesure des femmes au foyer. Et c'est une des plus grandes différences avec les mines d'avant-guerre. Avant la guerre, les femmes travaillaient dans la mine. Mais à partir des années 1930, elles ne peuvent plus travailler dans les mines à cause de conventions qui ont été signées par le Japon à l'OIT, à l'Organisation internationale du travail. Et donc les femmes ne peuvent plus travailler dans les mines. Elles vont retravailler dans les mines au moment de la guerre, mais après la guerre, la plupart des femmes ne travaillent plus, de nouveau plus dans la mine, mais elles jouent un rôle très important dans la communauté en tant que femmes au foyer. Les statistiques montrent d'ailleurs que le taux de femmes au foyer était beaucoup plus important dans les communautés minières que dans la société japonaise en général. Les femmes ont joué un grand rôle aussi dans ce qu'on appelait les campagnes pour la nouvelle vie, Shinseikatsu Undo, qui ont été développées à partir des années 50 par les entreprises elles-mêmes et qui avaient pour objectif de construire une société harmonieuse et d'élever en quelque sorte le niveau de vie. Hein. L'idée, c'était de mobiliser surtout les femmes pour qu'elles gèrent mieux l'argent du ménage et qu'elles réforment en quelque sorte le comportement de leur mari, hein, qui était considéré comme buvant souvent beaucoup trop et qui avait tendance à jouer et à emprunter beaucoup d'argent. Et donc, dans les Shinseikatsu Undo, vous voyez, vous avez un document là aussi de la mine d'Hashima, et vous avez donc le partage des tâches, vous avez l'adresse de chaque personne, donc des épouses, et qui doivent rédiger ou des essais sur, par exemple, la joie du travail, par exemple, Hataraku Yorokobi, ou alors sur des aspects sur la manière d'élever les enfants ou de gérer l'argent du ménage. Une des tâches des syndicats après la guerre et des associations, des coopératives, ça a été de permettre aux mineurs de se sortir de la spirale de l'endettement. Avant la guerre, les mineurs étaient souvent endettés à l'égard des hambagashira. Ils étaient très dépendants de ces hambagashira parce que justement, ils leur empruntaient beaucoup d'argent. Et les enquêtes sociales qui ont été menées après la guerre, notamment au début des années 50, montrent que les mineurs restaient très endettés. Et les syndicats ont donc développé au niveau national ce qu'on a appelé les Rodo Kinko, c'est-à-dire des plans d'épargne qui permettaient donc aux mineurs d'avoir une gestion plus saine de leur argent, mais ce qui permettait aussi aux syndicats d'investir dans un certain nombre de projets sociaux, de logement, d'éducation. Et ça montre là aussi que les syndicats dans les mines, puisque alors il s'agit ici de documents qui ne concernent pas seulement les mines, mais ce sont des documents que j'ai trouvés dans les archives minières. Donc c'était des documents qui étaient distribués aux mineurs, et ce qui montre qu'en fait les syndicats ont joué un rôle dans le processus d'autonomisation des ouvriers et des mineurs en ce qui concernait la gestion de leur argent.
la gestion des mineurs, la gestion des mineurs par les entreprises, mais aussi par les associations, par les syndicats, n'a pas été seulement économique et sociale. Elle a été aussi biopolitique. Les entreprises, les grandes entreprises minières ont pris un soin particulier à renforcer l'état de santé, les conditions de vie et les conditions sanitaires de vie des mineurs après la guerre. Vous avez par exemple ici une sorte de compte-rendu d'une association donc, de l'île de Takashima. C'est l'association Takashima, mais Takashima, c'est l'île qui est à côté de Gunkanjima. Mais en fait, il s'agissait de la même association pour les deux îles, puisque les deux îles étaient toutes les deux gérées par l'entreprise Mitsubishi. Hein. Et vous avez par exemple des statistiques qui étaient régulièrement menées sur les enfants, la taille des enfants, leur poids, leur tour de poitrine par exemple. Il s'agissait, pour les mines de cette époque, de, effectivement, gérer de manière sanitaire la population de ces mines, de ces communautés minières. Il s'agissait donc de gérer et d'améliorer la condition physique de ces populations, mais il s'agissait aussi de contrôler les naissances, et les mines ont été aussi un lieu de planning familial très important. Hein. Vous avez par exemple ici un rapport concernant les activités de planning familial dans la mine de Joban. Hein, c'est une mine qui se trouve à peu près près de Fukushima, qui est dans le sud du département de Fukushima. Et par exemple, ce coron a été considéré comme une sorte de lieu d'expérimentation du planning familial au début des années 50, en collaboration avec l'entreprise. Là encore, il s'agissait d'améliorer le niveau de vie des mineurs en diminuant le nombre d'enfants. On considérait que les mineurs avaient souvent trop d'enfants, et donc qu'un des moyens d'améliorer le niveau de vie des mineurs était donc d'appliquer des méthodes de planning familial. Et donc les mines ont été donc vraiment gérées comme des terrains d'expérimentation dans les années 50. Ce souci de la gestion sanitaire des populations est très présent quand on lit les journaux de ces communautés minières. Hein. Chaque communauté minière avait ses journaux, hein, édités à la fois par le syndicat et édités à la fois par la direction. Hein. Et vous avez très régulièrement, dans beaucoup de pages, on pourrait presque même dire dans la majorité des pages de ces journaux, vous avez des conseils liés à la gestion sanitaire. Par exemple, lutter contre les maladies infectieuses en se lavant les mains, faire attention à s'habiller assez avant d'aller se coucher. Là, vous avez l'exemple, vous voyez, d'un mineur qui est en yukata, le torse dénudé, tout en fumant une cigarette. C'est considéré comme quelque chose qu'il ne faut pas faire, parce qu'il risque d'attraper froid. Hein. Et aussi une volonté de cultiver les exercices physiques collectifs. Aussi une lutte importante contre les maladies infectieuses. Un des objectifs de ces campagnes était de lutter contre les maladies infectieuses. Alors, la tuberculose, qui reste très présente dans les mines au cours des années 1950, et on constate une décrue de la tuberculose, mais seulement au début des années 1960. Donc la tuberculose reste très présente, mais aussi une lutte contre, par exemple, la dysenterie, qui faisait beaucoup de ravages dans les mines, à cause parfois de la mauvaise qualité de l'eau. Et vous avez donc ici un plan de l'île donc, de Gunganjima, ou de Hashima, de cette île
qu'on a cité à plusieurs reprises. Et vous avez donc les cas de dysenterie, vous voyez, en 1963, donc Showa Sanju Hachinen, donc 1963, dans plusieurs lieux d'habitation de l'île. Hein, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les archives, hein, tout ce qui est lié effectivement à la gestion sanitaire. Donc, pour récapituler, on peut dire que au cours de l'après-guerre, au cours des années 40, 50, 60, vous avez donc tout un mouvement pour l'élévation du niveau de vie. Hein, tout un mouvement pour l'élévation du niveau de vie, pour élever ce niveau de vie des salariés. Vous avez toutes sortes de technologies qui sont utilisées. On peut presque parler de technologie, une gestion sociale, technologie sociale, des enquêtes, développement d'instruments financiers, éducation liée à la rationalisation des modes de vie au jour le jour. Mais vous avez aussi toute une technologie médicale de prévention des maladies infectieuses, d'élévation de la qualité physique, en tout cas de la condition physique, avec le sport, par exemple. Mais vous allez aussi avoir, à partir des années 1950, des plans de rationalisation de la production qui vont avoir, en quelque sorte, l'effet inverse. Les mines, c'est un lieu d'élévation du niveau de vie, mais c'est aussi un lieu où les plans de rationalisation de la main-d'œuvre vont avoir des effets contraires et des effets négatifs sur la vie des mineurs. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, juste un mot sur ces affiches. Vous avez donc une affiche du syndicat Tinlo qui présente les plans de rationalisation comme profitant uniquement aux détenteurs de capital, hein, qui reçoivent des aides de l'État, mais au détriment des salariés. Puisque, à partir de cette époque, beaucoup de mineurs sont donc licenciés, et vous avez donc une diminution du nombre de mineurs. Donc ici, vous avez un graphique qui montre que le nombre de mineurs plonge véritablement, bien sûr, tout au long de l'après-guerre, mais en particulier à partir du milieu des années 1950. Les entreprises vont mener une sorte donc des politiques de rationalisation qui sont des politiques de mécanisation, mais aussi des politiques qui visent à augmenter la productivité. Pour augmenter la productivité, beaucoup d'entreprises vont supprimer, par exemple, la part fixe du salaire et remettre l'ensemble du salaire et remettre en place un salaire qui était uniquement fonction de la production du mineur. Ce qui va pousser beaucoup de mineurs à augmenter leur rythme de travail, parce qu'ils sont obligés, je vais dire, pour maintenir leur niveau de vie, de travailler plus longtemps. Alors ils sont encouragés parce que vous avez par exemple, c'est bien sûr une idéologie, hein, une véritable idéologie qui est mise en place avec des tableaux d'honneur, vous voyez, des salariés les plus productifs. Mais quand on regarde par exemple les fiches de présence de certains mineurs, on peut constater que certains travaillent pratiquement tous les jours du mois sans jamais se reposer. Vous voyez, vous avez donc chaque fois, je vais dire, un hanko qui est apposé pour chaque jour travaillé. Donc ça, ce sont aussi des documents qui permettent de montrer que certains travailleurs... Alors, ce sont des fiches de licenciement qui montrent les jours travaillés dans l'année qui précède le licenciement. Et vous voyez, par exemple, que ce mineur a travaillé 29 jours, 31, 28, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31 jours dans l'année qui a précédé son licenciement. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans ce genre de documents.
Cette course effrénée à la productivité a provoqué un certain nombre de grands accidents, hein. Des explosions, par exemple l'explosion de Mike Mikawa 1963, Yamano 1965. Mike Mikawa, c'est plus de 400 morts. Yamano, c'est plus de 300 morts. Yubari, c'est presque 100 morts. Donc, ce sont des grandes explosions qui ont été caractéristiques, je veux dire, de l'intensification du travail et d'un certain relâchement quant aux mesures de sécurité. Il n'y a pas eu seulement beaucoup d'accidents, grands accidents, mais il y a eu aussi beaucoup de petits accidents du travail. Des petits accidents du travail, et c'est caractéristique de l'industrie minière, parce que dans la plupart des industries, il y a une baisse du taux d'accident au cours de ces années 50, 60. Alors que dans l'industrie minière, le taux d'accident augmente. C'est la seule industrie où le taux d'accident augmente. Le problème, c'est que ces accidents du travail ne sont pas toujours, ne font pas toujours l'objet de réparations financières, et que les assurances du travail, les assurances d'accidents du travail ne fonctionnent pas toujours très bien, étant donné que souvent c'est aux représentants de l'entreprise que revient le fait de juger s'il y a vraiment eu un accident du travail lié au processus de travail lui-même. Si c'est vraiment la faute de l'entreprise qui a eu cet accident du travail. Vous avez ici, par exemple, un constat concernant un accident du travail, mais ces constats ne sont pas réalisés par les travailleurs, mais par les kakariin, c'est-à-dire les superviseurs. Et c'est eux qui contrôlent, en quelque sorte, la manière dont sont présentés les accidents du travail. Et donc, on retrouve de nombreux exemples de nombreux documents où l'on voit que la réponse quant à une demande d'indemnisation pour absence liée à un accident du travail est refusée. Donc, on refuse l'indemnisation parce qu'on considère que l'accident n'est pas lié directement au travail, c'est ce qu'on appelle gyo-mugai. C'est le cas aussi des maladies professionnelles. Quand on regarde les résultats des visites médicales régulières, on peut trouver certains résultats qui montrent on reconnaît que le salarié a par exemple une silicose, vous voyez, une silicose, mais dans de nombreux cas, la silicose n'est pas reconnue et est considérée comme une tuberculose, c'est-à-dire une maladie privée qui n'est pas professionnelle et qui ne peut donc être indemnisée comme une maladie professionnelle. Et donc, on voit par exemple, alors ça c'est un tableau que j'ai construit, que j'ai réalisé à partir des archives d'un procès, un procès donc de demande en réparation financière d'un certain nombre de mineurs dans les années 90. Et on voit donc que ces mineurs ont vu leur silicose reconnue, ou leur pneumoconiose, qui est un terme plus général pour parler de silicose, uniquement une fois qu'ils étaient en retraite, qu'ils ne travaillaient plus dans l'entreprise. Et cela montre qu'il y a eu, souvent à des stades très avancés. Dans la silicose, vous avez donc des stades, 3, 4 par exemple, ce sont des stades extrêmement avancés. Donc il n'y a aucune raison que les entreprises n'aient pas eu véritablement connaissance de ces silicoses avant. Ce qui montre qu'il y a eu dans beaucoup de cas une volonté des entreprises de cacher ces cas pour minimiser les coûts liés aux problèmes liés à l'augmentation de la productivité. Ce qui fait que quand on regarde le profil de salaire de certains mineurs après la guerre, on voit, en tout cas par exemple ici c'est dans les années 70, on voit que le salaire est très instable. Ce n'est pas un salaire mensuel qui est, je vais dire, régulier, mais qui peut varier énormément d'un mois à l'autre
souvent à cause de problèmes d'accidents du travail et de problèmes de santé. Donc, pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que quand on étudie les mines après la guerre, on est confronté à un monde qui est surchargé de représentations. Mais qu'il est quand même possible de faire une histoire sociale fondée sur les archives et qui apporte beaucoup sur la manière dont ont pu vivre certaines communautés japonaises après la guerre. C'est d'autant plus faisable qu'il y a une grande abondance d'archives. Et lors de cette présentation, j'ai essayé de vous montrer le plus possible des archives, de ne pas faire quelque chose, une présentation qui soit seulement fondée sur des résultats, mais aussi de vous montrer à partir de quels documents j'ai travaillé, et qui montre finalement une évolution extrêmement paradoxale de ces communautés minières, entre, d'une part, évidemment, une élévation du niveau de vie, grâce à l'introduction d'un certain nombre de technologies de gestion de la vie quotidienne, de gestion de la santé, mais en même temps, des communautés qui ont été finalement victimes de politiques de rationalisation, qui ont finalement eu des effets tout à fait délétères sur la stabilité de leur vie quotidienne. Voilà, je vous remercie.